bonjour à tous et je suis bien heureuse d'être avec vous cet après-midi pour moi, en tout cas c'est l'après-midi, cet après-midi pour vous parler de dépistage et de prévention auprès des jeunes au niveau de la consommation d'alcool et de drogue. En fait, c'est quand même une troisième rencontre qu'on a avec le réseau Femmes de la Colombie-Britannique. Alors, j'ai tenté de faire une continuité avec les autres sujets qu'on avait eus auparavant. Évidemment, parler de dépistage et de prévention, je donne 45 heures de cours, en fait, pour parler de prévention et de dépistage à l'université. Donc, j'ai tenté de vous faire un 45 minutes qui englobe beaucoup de choses. Peut-être que pour certains, ce sera des aspects connus, pour d'autres, ce sera du nouveau. Dans tous les cas, suite à la présentation, n'hésitez pas si vous avez des questions et même après aujourd'hui, avec les choses dont on va parler, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire à l'Université de Sherbrooke. Il me fera plaisir de vous répondre. Donc, allons-y. Je vous propose un plan de présentation. Donc, gravité de la consommation et intervention. Comment on évalue la gravité de la consommation? Quels sont les enjeux éthiques dans le dépistage? Quelles sont les meilleures pratiques de prévention en dépendance? Alors, quelles sont les actions à poser en prévention et quelles sont les actions à éviter quand on fait de la prévention? Et comment on évalue et choisit une intervention adaptée à la motivation des jeunes qui sont devant nous. Évidemment, à la gravité de leur consommation, on en aura parlé dès le départ, mais aussi à leur motivation et j'y arriverai un peu plus tard. Alors, gravité de la consommation et l'intervention, souvent on dit qu'une image vaut 1000 mots. Je vous propose celle-ci. Alors, évidemment, quand on fait du dépistage, quand on fait de la prévention, il est important de choisir une intervention qui est adaptée, une intervention qui est préventive, qui est adaptée. Longtemps, les gens ont donné l'idée que la prévention, tant qu'à rien faire, vaut mieux faire de la... On peut faire de la prévention, il n'y a pas de risque à prévenir, il n'y a pas... c'est faux, en fait. Même quand on fait de la prévention, il y a des risques à prévenir, des choses qu'on ne doit pas faire. Et quand on fait de la prévention, par exemple, offrir une intervention qui serait trop intensive pour les besoins du jeune ou même de l'adulte qui serait devant nous, pourrait avoir des effets pervers chez cette personne-là. Donc, d'où l'importance de bien évaluer la gravité de la consommation quand on veut offrir une intervention qui est adaptée. J'ajouterais même ici, si vous avez à commencer avec une intervention et que vous n'êtes pas vraiment certain de la gravité de la consommation de la personne, du jeune qui est devant vous, je vous propose de commencer avec une intervention préventive beaucoup plus légère et donc de graduer et d'intensifier votre intervention si vous sentez que le jeune devant vous a besoin de plus d'aide ou d'une aide différente, plus intensive, ce genre de choses-là. Mais commencez par quelque chose de toujours un petit peu plus léger. Comme ça, on est sûr qu'on ne fait pas de faux pas. Tantôt, on verra plus en détail. Alors, de quoi on parle quand on parle de prévention? En fait, je ne sais pas si vous, quel est votre rapport au dépistage et à la prévention dans vos vies, si vous êtes des professionnels, si vous êtes des parents, peu importe. Mais sachez qu'il y a différents types de prévention. Il y a une prévention qu'on va parler, donc universelle. C'est une prévention qui est offerte à peu près, habituellement, c'est une prévention qui est offerte à la majorité de la population pour parler, pour discuter d'un sujet. Par exemple, avec les jeunes, on peut faire de la prévention universelle dans les écoles, c'est-à-dire qu'on va aller dans les groupes de classe, qu'on va rencontrer les jeunes, qu'on va donner un message, somme toute, je dirais moins intrusif, plus adapté, de l'information. Bon, il y a différents types de prévention, certaines plus efficaces que d'autres, mais on va travailler sur les habiletés personnelles, on va tenter de développer des compétences chez les jeunes, mais peut-être qu'on n'ira pas autant en détail sur la nature des substances, qu'est-ce que le jeune consomme. On est dans une visée vraiment plus universelle quand on fait ce type de prévention-là, le nom l'indique. Il y a après ce qu'on va appeler les préventions plus ciblées, qui englobent en fait la prévention sélective et la prévention indiquée. La différence entre ces deux types de prévention-là, c'est que la première prévention sélective va s'adresser à des jeunes qui n'ont pas nécessairement commencé à s'initier aux substances, qui n'ont pas de problème de consommation, mais
qui ont des facteurs de risque. Et on avait vu les facteurs de risque ensemble dans une formation précédente. Et donc, c'est des jeunes qui cumulent des facteurs de risque et pour qui on va peut-être faire une prévention un petit peu plus intensive, un petit peu plus, je dis intrusive, mais pas dans le sens où on veut pousser, on veut insister sur la prévention, mais qui va s'adresser plus directement aux jeunes. Habituellement, quand on fait une prévention sélective, on ne va pas nécessairement la faire dans un groupe classe, on va la faire dans des groupes un peu plus réduits et on va s'assurer que notre groupe est beaucoup plus homogène au niveau des facteurs dans le contexte des facteurs de risque et de la consommation. Alors que quand on fait de la prévention universelle, c'est un groupe classe. Peut-être que dans ce groupe-là, j'ai des jeunes qui consomment, j'ai des jeunes qui ont des facteurs de risque, d'autres qui n'ont pas. Peu importe, c'est correct dans ce contexte-là, mais sélectif, on va essayer d'avoir des groupes un petit peu plus homogènes. Alors, et quand on passe à la prévention qui est indiquée, donc ciblée et indiquée, c'est dire que c'est des jeunes qui se sont initiés à la consommation et donc qui commencent à présenter des comportements qui s'associent à la consommation, pas nécessairement une consommation problématique, mais qui quand même ont certains comportements plus à risque dans leur consommation. Je vous donne des exemples. Par exemple, un jeune qui consommerait à 10, 11, 12 ans, bien, lui, on va dire, ah, peut-être que c'est pas quelqu'un, il ne consomme pas tous les jours, il ne consomme pas toutes les semaines, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on qualifierait de problématique, mais c'est quelqu'un quand même pour lequel on va lever un petit drapeau jaune et qu'on va dire, attention, il y a des facteurs de risque importants, puis non seulement il y a des facteurs de risque importants, mais il fait le comportement. C'est-à-dire qu'il vapote, c'est-à-dire qu'il boit de l'alcool, c'est-à-dire qu'il a essayé le cannabis. Et là, on va faire une prévention qui est un petit peu plus indiquée, c'est-à-dire que là, on va vraiment faire une prévention qui va questionner le jeune, qui va tenter, qui va aider le jeune à se positionner dans sa consommation et à évaluer avec lui, en fait, où il en est dans sa consommation, ce qu'il voudrait faire. Je n'irai pas plus loin dans mon demi-cercle d'aujourd'hui, mais sachez qu'après la prévention, on va avoir l'intervention, puis on va rentrer dans le traitement. Et là, quand on va rentrer dans ces sphères-là, bien, on va parler de jeunes qui présentent de fait une consommation jugée problématique au point de dire, bien, je pense que ce jeune-là a besoin d'un suivi plus serré encore que de la prévention. La difficulté avec les jeunes, je ne sais pas si vous travaillez dans des écoles, par exemple, ou des maisons de jeunes, ou peu importe, mais la difficulté avec les jeunes, c'est que même les jeunes, des fois, les adolescents qui ont un problème de consommation, des fois, comme intervenant en milieu scolaire, on se lie d'amitié on se lie professionnellement, d'amitié de confiance, c'est le mot que je cherchais avec ces jeunes-là, plutôt que d'amitié. On se lie de confiance avec ces jeunes-là. Puis ces jeunes-là, quand vous leur dites, bien là, ta consommation est sévère, il faudrait peut-être que tu ailles vers un service en dépendance. Le jeune va peut-être refuser de vouloir aller vers le service en dépendance parce qu'il va dire, bien, pourquoi je ne peux pas continuer avec toi? Des fois, c'est une question de mandat. Des fois, c'est une question c'est quoi mon mandat professionnel dans l'organisation où je suis? Est-ce que je dois référer ce jeune-là? Est-ce que je peux le garder dans mon caseload? C'est plein de questions qu'on peut se poser. Définitivement, quand on fait une transition vers de la prévention indiquée au traitement, la meilleure recommandation qu'on peut faire à ce stade-ci, c'est d'accompagner le jeune que vous allez référer pour vous assurer qu'il va trouver réponse à ces questions puis qu'il va être à l'aise de poursuivre parce qu'on ne veut pas, comme on dit nous, on ne veut pas qu'il tombe entre deux services. On veut qu'il y ait une continuité de service. Voilà. Les effets, qu'est-ce que ça a comme effet iatrogène, une intervention qui serait inadaptée? Par exemple, offrir une prévention indiquée à un jeune qui n'a pas du tout de problème de consommation ou de faire de la prévention sélective et de la prévention indiquée dans des groupes complètement hétérogènes avec des jeunes qui n'ont pas de consommation problématique et des jeunes qui ont une consommation problématique. Bien, ce qui peut arriver, certains des effets iatrogènes qu'on observe quand on fait ce genre d'erreur, je vais le dire comme ça, dans l'offre de services qu'on va faire, c'est que plutôt que de décourager le comportement que l'on veut, plutôt que c'est ça, de décourager le comportement, c'est-à-dire de voir diminuer la consommation ou arrêter la consommation si c'est ce qui est visé, on risque de l'augmenter.
OK? Donc, exposer des jeunes qui n'ont pas une consommation problématique avec des jeunes qui ont une consommation problématique et là, de faire des questionnements sur la consommation. Parfois, on risque d'éveiller la curiosité des jeunes et un comportement où on se dit, bon, là, j'ai parlé de consommation avec eux, là, il n'y aura plus de consommation, ça va bien aller. Des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qu'on se rend compte dans les études, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'on encourageait ce comportement-là, on développait une certaine curiosité chez le jeune et à ce moment-là, le jeune faisait le comportement pour lequel on voulait faire de la prévention. Avec un jeune aussi, on peut voir une perte de motivation chez le jeune si le service qu'on lui offre il est trop intense pour lui ou à l'inverse, pas suffisamment intense. On peut voir une perte de motivation. Ça peut miner votre crédibilité comme intervenant. Le jeune va dire, il ne me comprend pas, il ne comprend pas ma situation. Là, rappelez-vous ma petite mouche avec mon canon, c'est comme si, voyons, il sort sa grosse artillerie. Moi, je ne considère pas que j'ai un gros problème de consommation. Alors, il faut faire attention parce que vous allez le voir dans les critères d'efficacité, la crédibilité de l'intervenant y est pour beaucoup. Et donc, par le biais même, ça va affecter la relation de confiance que vous pouvez avoir développée avec le jeune. Et définitivement, malheureusement, ça peut hypothéquer les interventions futures. Un jeune qui est allé demander de l'aide, qui a eu une intervention inadaptée, vous allez le voir tantôt, soit à la gravité de sa consommation ou à sa motivation, bien, ce que ça risque de faire, c'est que la fois suivante, avant d'aller demander de l'aide, cette personne-là, elle va garder en tête peut-être cette mauvaise ou mal ajustée intervention-là, puis risque peut-être d'hésiter avant d'aller demander de l'aide. Dernier point, des effets iatrogènes, évidemment, c'est de désensibiliser le jeune à l'intervention, un jeune avec lequel on intervient, intervention par-dessus intervention, par-dessus intervention. Parfois, on arrive avec des jeunes qui sont complètement désensibilisés à nos interventions. Alors, il faut faire attention, même quand on parle de prévention, il faut y aller à dosage. Comme je vous dis, on y va toujours à dosage réduit. Il vaut mieux augmenter que de donner un trop grand dosage initialement. Alors, comment on évalue la gravité de la consommation? Peut-être dans le travail que vous effectuez, vous avez des outils d'évaluation. Alors, on va faire une différence très rapide parce que ça a été aussi le sujet d'une des 2 autres formations précédentes que j'ai données. Mais donc, on va faire juste une différence entre un usage qui est récréatif et un usage qui est problématique. Donc, on va parler d'un usage récréatif et ce, même chez des adolescents, lorsqu'il y a consommation de substances qui va n'entraîner ni complications pour la santé de la personne qui consomme, ni complications, puis là je parle de santé physique et psychologique, et aucune conséquence négative pour le consommateur et son entourage. OK? Donc, puis il est attendu, là, je pense qu'on va le voir tantôt, il est attendu à l'adolescence qu'il y ait une certaine forme d'expérimentation de la consommation. Il y a des aspects qui sont plus problématiques que d'autres dans la consommation. On va parler d'une consommation problématique lorsque la consommation peut provoquer des dommages physiques, des dommages affectifs, des dommages psychologiques et que ça va avoir des conséquences néfastes, soit sur le consommateur lui-même ou sur son entourage. Alors ici, chez un jeune, par exemple, on peut parler de problèmes avec ses parents, on peut parler de problèmes avec ses amis, on peut parler de difficultés scolaires, il y a plein de choses qu'on peut parler. Quand on va observer ce genre de choses-là, bien, on va se dire peut-être que là, la consommation est à un stade suffisamment problématique. Alors, comme vous le voyez, on pourrait dire, consommation problématique, c'est quand quelqu'un consomme tous les jours de la semaine et qu'il consomme, par exemple, je ne sais pas, il fume du cannabis tous les jours de la semaine. Il faut aller plus loin que ça quand on veut évaluer la consommation. Je vais vous présenter un outil tantôt qui nous permet de le faire. Alors, il faut aller au-delà de juste la fréquence, la substance consommée, le nombre de substances consommées, la quantité consommée, le contexte dans lequel je le consomme et évidemment, il ne faut jamais oublier les conséquences que ça a chez le jeune. Je vous dirais de façon générale, quand on regarde les adolescents, on va retrouver en moyenne 10 des jeunes qui sont abstinents. Puis là, adolescents, nous, on va parler à peu près là, des jeunes, quand on fait ces proportions-là, c'est des jeunes à l'école qu'on appelle ici au Québec l'école secondaire, donc entre 12 et 17 ans. D'accord? Alors, chez les jeunes âgés entre 12 et 17 ans, ce qu'on voit à peu près, c'est
que 10 des jeunes dans cette période-là consommeront aucune substance, n'auront jamais consommé ni de l'alcool, ni du cannabis. Donc, ils consommeront aucune substance. Il y a quand même 90 des jeunes qui vont explorer des substances. Les deux plus populaires, et là, j'exclus le vapotage et la cigarette, mais les deux plus populaires, l'alcool et le cannabis chez les adolescents. Évidemment, entre les deux, s'infiltre la cigarette et le vapotage. Mais l'alcool demeure quand même un petit peu plus consommé que la cigarette à l'adolescence. De ces 90 %-là, j'ai 75 donc, qui vont devenir des consommateurs occasionnels, c'est-à-dire qui ont exploré, qui ont un peu aimé ça, parfois trop, mais qui ont un peu aimé ça, et qui, lors d'occasions spéciales, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit seul, mais c'est plus rare, ils vont consommer alcool, cannabis, etc. Donc, et ça va se reproduire quelques fois dans une année. OK? Là, moi, je dis souvent aux jeunes, quand j'interviens avec eux, bien, si ton occasion est hebdomadaire, bien là, tu n'es plus occasionnel. Tu deviens davantage un consommateur qu'on va appeler régulier. Un consommateur régulier, c'est quelqu'un qui consomme minimalement une fois par semaine, toujours la même substance ou des substances différentes. Et donc, c'est à peu près un jeune sur 4 qu'on va voir avoir ce type de consommation-là chez mes 12-17 ans. Et vous comprendrez que si je fais ces proportions-là chez mes plus jeunes, j'aurai plus d'abstinents et d'explorateurs. Et quand j'arrive à mes plus vieux, 16-17 ans, j'ai un petit peu moins d'abstinents, moins d'explorateurs, plus d'occasionnels et plus de réguliers. Somme toute, là, depuis les 20 dernières années, on évalue que c'est à peu près 5 de la population adolescente qui a une consommation problématique et 5 de la population étudiante qui a une consommation dite à risque. OK? Donc, quand on regarde la population adolescente, là, bien, on peut se dire que là-dedans, il y a une pointe de table de 10 de nos jeunes qui mériteraient d'avoir une intervention qu'on a appelée tantôt ciblée. OK? Donc, plus sélective ou plus indiquée. Sinon, mes 90 autres de mes jeunes, une bonne intervention, une bonne prévention universelle, ça risque de faire le travail puis ça risque de fonctionner. Alors, je vous le disais tantôt, outre le fait que ça a des conséquences sur la vie de la personne, ce qui va nous dire qu'une consommation est plus problématique, évidemment, la fréquence. Donc, un jeune qui consomme de façon plus régulière, on va considérer que c'est plus problématique. Un jeune qui consomme certaines substances peut-être moins consommées par les adolescents. Je vous disais l'alcool, puis je ne veux pas, loin de moi l'idée de banaliser la substance, mais l'alcool et le cannabis, c'est quand même des substances qu'on voit le plus souvent chez les adolescents. Moi, un adolescent qui m'arrive, qui consomme des hallucinogènes ou des drogues plus dures comme la cocaïne, m'inquiète davantage, même s'il le fait moins souvent. Ou des jeunes qui cumulent, donc qui ont une diversité de consommation, je vais considérer que c'est plus sévère. Évidemment, la quantité, il y a toute une différence entre prendre un verre puis en prendre 10. L'âge d'initiation, alors on va parler pour l'alcool de s'initier avant 12 ans et avant les drogues avant 14 ans, qui devrait être un facteur qui devrait allumer des lumières chez vous au niveau de la consommation problématique. L'âge de la consommation régulière, alors consommation régulière, on se rappelle, c'est au moins une fois par semaine. Et là, on va dire pendant au moins un mois quand on fait nos recherches. Mais donc, quand on voit cette consommation régulière-là chez n'importe quel jeune avant 14 et 15 ans, on va allumer une petite lumière aussi. Évidemment, les raisons de consommation. Consommer pour avoir du plaisir avec les amis, c'est une chose. N'avoir du plaisir que lorsqu'on consomme, c'en est une autre. C'est toutes les deux pour le plaisir. Consommer pour oublier ses problèmes, pour gérer son anxiété, etc. Bien évidemment, on va reconnaître que c'est plus problématique. Et on s'est parlé des conséquences négatives tantôt. On utilise, peut-être, je ne sais pas si certains de vous la connaissez, on utilise au Québec beaucoup, dans le Québec, il y a plusieurs endroits, ce qu'on appelle la DEPADO, qui est un questionnaire assez bref qui nous permet d'évaluer la gravité d'alcool et de drogue chez les 12-17 ans. Je vous ai mis l'adresse courriel qui est là si vous voulez aller le consulter, si vous appuyez sur cette adresse-là, si vous l'entrez dans votre moteur de recherche, vous allez trouver la grille d'évaluation, vous allez trouver le guide.
Vous pouvez demander de faire une formation, mais c'est somme toute un outil assez facile à utiliser. Et donc, c'est un outil qui comprend 7 items, 7 questions, mais là, il y a une petite attrape parce que la 7e question, elle a 6. En fait, ça en fait 13 au total, mais on dit tout le temps 7 questions qui se répondent sur des échelles de Likert par oui, par non ou par de très courtes réponses. Il y a 3 échelles dans cet outil-là qui va vous permettre de statuer sur la sévérité, la gravité de la consommation d'alcool, sur la gravité d'alcool et de cannabis, sur la gravité des autres drogues, outre l'alcool et le cannabis, et sur la conséquence qui sont associées à la consommation. C'est un outil qu'on recommande d'administrer en face à face, par un intervenant en entrevue. C'est un outil qu'on ne recommande pas là, de rentrer dans une classe et dire tout le monde, je vous passe le DEPADO, allez-y, remplissez-le pour voir combien il y a de jeunes qui consomment dans notre école. Ce n'est pas un bon plan. En fait, je vous parlais d'effets iatrogènes tantôt puis d'effets pervers. Bien, il y a ce risque-là de passer des questionnaires à des jeunes qui ne se posent même pas de questions sur la consommation. Puis là, on commence à leur parler d'alcool, de cannabis, de cocaïne parce qu'on nomme les drogues dans ces questionnaires-là. Bien, peut-être que vous allez plus piquer leur curiosité que d'évaluer la gravité de leur consommation. C'est un questionnaire qui prend à peu près 15 minutes pour la complétion si le jeune ne parle pas trop, puis si vous élaborez pas trop autour du questionnaire, et pour compiler et avoir votre score de gravité, 5 minutes. Ça va vous permettre d'établir à quel profil appartient le jeune que vous êtes en train d'évaluer. Alors, il y a 3 profils possibles. Un feu vert, c'est-à-dire un jeune qui n'est pas nécessairement abstinent, mais qui, à la lumière des résultats qu'il vous donne, ne présente aucune difficulté, aucune consommation, ni à risque, ni problématique. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est dans ce cas-là, aucune intervention spécifique n'est nécessaire. Alors, ce qu'on vous dirait ici, c'est continuer à offrir une prévention universelle à ce jeune-là, continuer à l'exposer à de la prévention universelle, c'est parfait, il n'y a pas besoin de davantage. Ensuite de ça, vous avez votre profil numéro 2, qui est le problème en émergence, ou ce que nous, on appelle nos feux jaunes. Alors, nos feux jaunes, c'est des jeunes qui cumulent quand même certaines difficultés, soit qui a fait beaucoup d'expérimentation dans sa consommation, soit qu'il a consommé, qui s'est initié précocement, soit qu'il cumule, même s'il ne consomme pas nécessairement énormément, la consommation a déjà eu des impacts dans sa vie, donc au niveau des conséquences. Ici, ce qu'on va vous dire, bien, évidemment, on devrait faire une intervention préventive de type sélective ou davantage indiquée ici, puisqu'il y a des aspects de consommation. Et le dernier et 3e profil, qui est un feu rouge, c'est un jeune qu'on va identifier avec un problème évident de consommation, c'est-à-dire qu'il répond à un critère, donc on pourrait dire, bien que je n'aime pas nécessairement les diagnostics pour les jeunes, mais de dépendance. Et ici, on va vous dire, ça va au-delà du besoin d'une intervention préventive, ça va peut-être à une intervention spécialisée en dépendance, en traitement. Encore une fois, je vous le rappelle, ce n'est pas parce que vous dépistez un jeune, détectez un jeune, vous étiez feu rouge, vous êtes intervenant scolaire, votre jeune est feu rouge, puis là, vous dites, bien, regarde, je te fais un papier, puis va au centre de réadaptation, puis va rencontrer un intervenant. Je pense qu'on peut, comme intervenant en prévention ou scolaire, faire un bout d'intervention avec le jeune, le préparer à aller consulter, l'accompagner à consulter. Dans ces cas-là, vous allez assurer un meilleur suivi. Quand on parle, j'aime toujours vous dire que quand on parle de détection, de dépistage, j'aime cette image-là qui dit équité n'égale pas nécessairement égalité. Alors, il y a peut-être 2 jeunes qui présentent un profil qui sont comparables, mais qui cumulent beaucoup de facteurs de risque. Peut-être qu'on va décider d'offrir une intervention un petit peu plus soutenue à ce jeune-là pour s'assurer que les risques, parce que les risques, ça semble plus grand qu'il s'en aille vers un feu rouge, par exemple, s'il est un feu jaune, comparé à l'autre qui présente un profil comparable, par exemple, à la DEPADO, mais qui ne cumule pas tant de facteurs de risque. Peut-être que je vais rester dans une action préventive avec lui. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a évalué une qualité de feu, feu vert, feu jaune, feu rouge, qu'on dit, ah, feu jaune, Myriam, elle a dit, pas d'intervention, c'est de la prévention universelle. Bien, il faut regarder aussi le jeune dans son ensemble pour offrir aux jeunes qui en ont le plus besoin une intervention adaptée.
L'autre chose aussi, il faut s'assurer que le dépistage est justifiable d'un point de vue éthique. Et donc, s'assurer que c'est correct dans le contexte dans lequel vous le faites. Donc, il faut éviter, tantôt je vous disais, de rentrer dans une classe, de faire du dépistage de masse. Quand on fait ça, il y a des risques de stigmatisation importants. On risque aussi de renforcer des représentations sociales de certains groupes, des étiquetés sur la base d'un problème quelconque. Quand on fait du dépistage aussi, il faut éviter le blâme, il faut être prête à accepter ce que le jeune va me donner comme réponse, puis il faut être prête à accepter la vision du jeune par rapport à sa situation de consommation. Si on veut garder la relation avec notre jeune, il faut faire attention. Puis le dernier enjeu éthique que je trouve super important, on fait du dépistage quand on a les moyens d'offrir les services qui l'accompagnent. Donc, moi, dépister des jeunes quand après, je trouve, par exemple, je dis n'importe quoi, je fais du dépistage dans une école, je trouve 40 jeunes qui ont un feu jaune, mais je n'ai déjà pas de temps pour donner des services. Bien, on peut se poser la question si éthiquement, faire le dépistage, c'était éthiquement responsable de le faire. Alors, quand on fait du dépistage, il faut s'assurer que si je dépiste des jeunes qui ont des feux jaunes, par exemple, ou des feux rouges, je vais être en mesure d'offrir le service dont il a besoin. Alors, quelles sont les meilleures pratiques de prévention en dépendance? Il y a eu, nous, on a fait une recension d'écrits systématique en 2010 sur les meilleures pratiques et depuis, on met nos livres à jour sur les meilleures pratiques de prévention. Vous pourrez aisément trouver différentes références en ce sens si vous voulez en lire davantage. Alors, je rappelle ici que bien que certaines personnes le croient, la prévention n'est pas sans risque. Et certains vont dire, vaut mieux faire un petit peu que rien du tout. Moi, j'ai le goût de vous dire, ben non, tant qu'à faire peu, puis à gaspiller vos énergies d'intervenants, l'argent qui nous est octroyé, on n'a tellement pas de sous en prévention. Bien, je me dis, ben attendez, choisissez bien vos cibles de prévention, puis assurez-vous que vous allez offrir une intensité, vous allez le voir tantôt, qui est suffisante. Donc, ce n'est pas vrai que la prévention est sans risque et ce n'est pas vrai non plus que vaut mieux faire juste un petit peu que rien du tout. Comme je dis souvent, puis ça revient avec ma petite diapositive d'équité et d'égalité. On n'est pas obligé en prévention de mettre du beurre sur le pain de tout le monde. On peut choisir. Moi, quand je regarde la région où je viens, il y a des secteurs que je sais que les jeunes sont plus en difficulté. Je pense qu'on devrait mettre plus d'énergie dans ces secteurs-là. Si j'ai les moyens de l'offrir à tout le monde, tant mieux, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Alors, on sait que dans les faits, plus du tiers des programmes de prévention ont des effets iatrogènes quand on les applique, donc un programme sur 3, et que les programmes de prévention sont nombreux, sont souvent variés, sont souvent disparates, et très peu ont fait l'objet d'évaluation. En tout cas, au Québec, c'est le cas. Au Canada aussi, très peu ont fait l'objet d'une évaluation d'efficacité par rapport aux jeunes. Alors, quand on fait de la prévention, qu'est-ce que les études nous recommandent? Qu'est-ce que la littérature scientifique nous recommande? Elle nous recommande d'axer le plus possible la prévention sur le développement des compétences psychosociales chez les jeunes. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que vous pourriez faire de la prévention en dépendance sans jamais parler de substance. Vous pourriez uniquement augmenter les compétences relationnelles psychosociales des jeunes qui sont devant vous et vous feriez de la prévention. J'imagine que peut-être à ce moment-là, dans votre tête, ce qui se dit, c'est « Ah, bien, ça veut dire que peut-être que quand je fais de la prévention pour des jeunes qui ont de l'intimidation, quand je fais, puis que je travaille leurs compétences, parce que c'est ça qu'on fait, leurs compétences interpersonnelles et psychosociales, quand je fais de la prévention pour des jeunes anxieux, que je leur apprends les stratégies de coping, des choses comme ça, bien, je fais aussi de la prévention pour la consommation. Tout à fait. La réponse, c'est oui. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est comme ça en Colombie-Britannique, mais au Québec, c'est comme ça. Les enveloppes gouvernementales, ministérielles descendent souvent en silo. Et donc, il y a des enveloppes pour la santé mentale, il y a des enveloppes pour la dépendance, il y a des enveloppes pour l'intimidation. Et tout ça, ce n'est pas mêlé. Quand en fait, les jeunes sont entiers, eux autres, ils ont tous ces problèmes-là. Alors, une des recommandations, peut-être que je peux vous faire aussi, pour économiser vos énergies et vos sous, si c'est le cas en prévention, c'est de vous assurer
à quel autre type de prévention ces jeunes-là sont exposés dans leur milieu, puis de voir est-ce que je peux faire une pierre deux coups, est-ce que je peux me rallier à quelqu'un qui fait de la prévention aussi. Ce n'est pas contre-indiqué de parler de consommation avec des adolescents de 12 à 17 ans. Ça l'est par contre d'en parler avec les moins de 12 ans. D'accord? Ça a eu des effets iatrogènes dans le passé. Alors, ce qu'on vous suggère, qu'est-ce qu'on développe comme compétences avec nos jeunes pour faire de la prévention à la dépendance? On va développer la capacité d'avoir une diversité de stratégies de coping, en fait, chez les jeunes, idéalement des stratégies de coping productives. On va travailler avec eux leur capacité à de la résolution de problèmes, les étapes de résolution de problèmes. On va travailler la capacité à résister à l'influence des amis, donc à l'affirmation, on s'entend, l'affirmation positive. On va travailler la prise de décision et les habiletés de communication. Ça, là, en fait, là, je pourrais commencer à travailler ça avec des enfants de 6 ans, de 5 ans. Et si je faisais ça, je ferais de la prévention universelle en dépendance. OK? Bon, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais même quand j'offre un programme particulier à mes adolescents, je devrais viser à développer. Aller donner une prévention, ça va arriver plus tard, pour uniquement donner de l'information sur les substances, c'est complètement contre-indiqué. OK? On va y revenir tantôt. On va essayer aussi dans nos interventions, outre de développer des compétences relationnelles, on va essayer de favoriser un engagement actif de la part des jeunes. Donc, rentrer dans une classe, puis parler aux jeunes pendant 45 minutes, comme je fais avec vous actuellement, des substances, des compétences, c'est complètement contre-indiqué. On vous dit non, au contraire, faites-les bouger, mettez-les en action, faites des mises en situation, des jeux de rôle, faites des discussions de groupe, posez des questions, faites des ateliers créatifs, faites des projets personnalisés. Amenez les jeunes à devoir faire des choix pendant les ateliers, à prendre des responsabilités pendant les ateliers, à développer son sens de l'initiative, à se questionner, se situer et à s'auto-évaluer. Alors ici, je ne parle pas juste de se questionner puis s'auto-évaluer sur sa consommation, mais ça peut être s'auto-évaluer sur dans quelle mesure moi je suis capable de m'affirmer face à mes amis. Dans quelle mesure, moi, je sens que je suis capable de faire face à des situations qui sont plus difficiles. Donc, si vous faites ça, vous travaillez l'auto-évaluation et c'est quelque chose, en fait, c'est pour emmener le jeune à être capable d'emmener puis d'avoir une vision plus juste de ce qu'il est, de qui il est. Et ça va maintenir son attention aussi pendant l'intervention que vous allez faire. Idéalement, on vous dit impliquer l'entourage, plus. Donc, oui, on va s'adresser aux jeunes, mais simultanément, on va s'adresser aux membres de son entourage. Et si on peut, toucher les parents, ce qui est très difficile des fois, on va essayer de travailler avec eux les compétences parentales, la communication, la capacité à fixer des limites, la capacité, la résolution de conflits. Et donc, on va favoriser les interventions à composantes multiples. Si vous faites de la prévention dans les écoles, intégrer le professeur, intégrer les professionnels scolaires, intégrer le membre des personnels scolaires pour que tout le monde donne le même message aux jeunes qui est devant vous. OK? Quand on parle, puis avec les plus petits, là, quand on parle de prévention de dépendance avec les moins de 12 ans, je vous le dis, si même nous, on s'adressait aux plus adolescents, mais les études nous disent que si vous avez encore des ressources limitées puis vous dites « Ah, je ne peux pas tout faire », chez les moins de 12 ans, il vaut mieux viser les parents que les enfants. Alors, outiller les parents à faire l'intervention face à leurs enfants, à développer les compétences de leurs enfants, vous allez avoir un impact beaucoup plus grand que si vous essayez avec les enfants. Mais comme je vous dis, rejoindre les parents, on aurait pu faire un 3 heures juste là-dessus. Ce n'est pas toujours simple. Dans les recommandations au niveau des interventions préventives, et là, je regarde là, on va vous dire qu'il faut qu'une intervention soit suffisamment intense pour qu'elle ait un impact. Aller une fois par année dans une classe parler de substances, ça et ne rien faire, c'est la même chose. OK? Là, vous allez dire, hey, Myriam, tu es vraiment sévère. Ben, c'est ce que les études nous disent. D'accord? Alors, les interventions à forte intensité sont les plus efficaces pour modifier les habitudes de consommation.
Et en fait, le nombre de séances est plus important que la durée en mois d'exposition. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, moi, mettons, quelqu'un va me dire, hey, moi, Myriam, le programme en première avec les 12-13 ans, c'est 5 ateliers d'une heure. J'en fais une en septembre, une en novembre, une en janvier, une en mars, puis une en mai. OK? Je les ai mis sur l'année. Je vais dire, non, fais pas ça. Fais-les toutes en septembre, octobre, ou fais-les toutes en février, mars. Colle-les. Viens marteler ton message pendant un temps limité. Donc, ce n'est pas le nombre de mois qui va impacter, c'est le nombre de séances rapprochées que tu vas faire avec ton jeune. OK? Les jeunes, eux, là, ils sont dans le moment présent, ils sont dans le court terme. Si vous allez faire une intervention unique en septembre, puis qu'à la fin de l'année, vous retournez voir ces jeunes-là, certains vont s'en rappeler, une grande majorité va vous dire je m'en souviens plus trop ce qu'elle nous avait dit. OK? Donc, il faut faire attention, on y va en intensité. Pour avoir le meilleur taux de réussite, les études nous suggèrent en moyenne 20 heures d'exposition par année. 20 heures d'exposition, c'est là que vos collègues en santé mentale, en intimidation, là, peuvent venir vous aider. Ce n'est pas nécessairement 20 heures d'exposition juste en dépendance, mais c'est 20 heures d'exposition à développer des compétences psychosociales et interpersonnelles. Idéalement, une prévention devrait avoir une perspective à long terme et des séances de suivi. Et donc, on pourrait faire un intensif en septembre-octobre, puis aller faire un rappel au mois de mai, par exemple, une fois, puis dire on s'est vu en début d'année et d'aller faire un petit rappel juste pour faire un coucou. Il y a des périodes aussi, je pense que je vais y aller sur l'autre, mais c'est sûr que si vous faites de la prévention juste avec les jeunes de 12-13 ans en début d'année, ce qu'on appelle le secondaire ici, puis que vous ne leur reparlez pas en cours de plus tard, bien, ils vont perdre le message. Donc, idéalement, on s'arrange pour que chacune des années scolaires soit touchée par de la prévention. La prévention ne doit pas être offerte à tous de la même manière. Elle doit être adaptée à l'âge des enfants. Donc, je ne dirais pas le même message à un enfant de 12 ans qu'à un enfant de 17 ans. Bon, les jeunes n'aimeraient pas ça que j'ai qui sont des enfants à 17 ans, mais je ne dirais pas le même message. Je dois aussi m'arrêter sur le développement cognitif des enfants que j'ai devant moi. Je dois aussi m'arrêter sur la culture des jeunes que j'ai devant moi et la sévérité du portrait clinique. Est-ce que je suis dans une classe adaptée où tous mes enfants présentent un trouble de comportement, où tous mes enfants présentent, par exemple, un TSA? Est-ce que tout… Donc, je dois adapter mes interventions en fonction. Fait qu'une intervention qui peut être dite très efficace, il faut que vous soyez critique de ça, une intervention qui est dite très efficace pour un groupe d'enfants ne l'est pas nécessairement pour tous les jeunes, d'accord? Enfin, je veux vous dire que plus de 50 de l'efficacité des interventions dans les études recensées est attribuable à la qualité et à l'attitude des intervenants. Vous aurez beau avoir le plus beau programme au monde, si l'intervenant qui va faire le programme n'a pas les qualificatifs requises, on va les regarder un peu ensemble, bien, ça ne fera pas un impact aussi grand. 50 là, de la variance, c'est énorme dans nos études. OK? Alors, on vous suggère que la prévention soit faite par des professionnels psychosociaux, soit faite par des gens qui ont quand même des connaissances au niveau de la consommation parce que nos jeunes sont curieux puis ils posent des questions. Un intervenant qui a de la crédibilité aux yeux des jeunes, et ça ne veut pas dire qu'il est obligé d'avoir des piercings et des tattoos pour être crédible aux yeux des jeunes, mais bien qu'il soit à l'écoute, qu'il soit disponible. Un intervenant qui est capable de mobiliser les jeunes. Et enfin, si vous faites de l'intervention de groupe, un intervenant qui est très sensible à l'effet de contamination, parce que s'il y a un sujet en prévention qui est à risque élevé de contamination dans un groupe, c'est bien la consommation d'alcool et de drogue. Si vous en avez déjà fait, vous le savez, les jeunes sont assis, ça rit, ça pointe un jeune dans la classe qui, lui, a l'air beaucoup plus hot que les autres face à la consommation. Donc, il faut être sensible à ça. Il faut idéalement choisir un animateur qui est formé, qui est qualifié. Et la dernière chose, un intervenant qui connaît et croit le programme qu'il offre. Okay? Donc, qu'il achète la valeur, la conviction du programme qu'il est en train d'offrir. À éviter complètement, proposer des actions qui sont isolées, je vous l'ai dit tantôt, aller une fois ou rien faire,
c'est la même chose. Aller sur des mesures de contrôle uniquement, plutôt que de donner de l'information, de développer des compétences, punir, mettre en retenue, tout ça, complètement iatrogène. Viser uniquement l'acquisition de connaissances liées aux substances, je vous l'ai dit tantôt, ça pique beaucoup plus la curiosité que ça ne développe des compétences. En prévention, on n'est pas en train de viser le développement affectif, on n'est pas en thérapie, on n'est pas. La prévention, c'est éducatif par définition. On va rester sur une voie éducative plutôt que thérapeutique. D'accord? En tout cas, peut-être que vous pourriez aller plus dans l'affectif avec une prévention indiquée, mais avec une prévention universelle, on n'ouvre jamais sur des choses émotives, affectives, parce que c'est impossible de ramasser ensuite. N'utilisez pas de message qui est simpliste, n'utilisez pas de message moralisateur, n'utilisez pas de message fataliste. Et si vous utilisez l'humour parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les jeunes, utilisez-le avec parcimonie parce qu'il ne faut pas que le contenant du message passe par-dessus le message lui-même. Donc, à un moment donné, on est tellement drôle qu'on se tape ses cuisses, mais on ne se rappelle plus personne ce qui s'est dit dans la classe pendant l'entrevue, pendant l'activité. Je vois le temps qui file. Je veux rapidement vous dire qu'au-delà de la gravité de la consommation, quand on offre une intervention, il faut s'assurer de bien évaluer la motivation du jeune qui est devant nous. Moi, je peux reconnaître qu'un jeune a un problème de consommation important, un feu rouge, un feu jaune, orange. Si lui, devant moi, il ne veut rien savoir, puis que j'essaie de faire rentrer un Mata 2 places dans une Mazda, bien, ça ne marchera pas. C'est d'essayer de faire rentrer ou un carré dans un rond ou un rond dans un carré. C'est essayer de faire rentrer un message à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre. Prenez du recul. Établissez votre relation avec ce jeune-là. Prenez votre temps. 50 d'efficacité, la qualité de l'intervention. Quand vous aurez établi votre relation, votre jeune va être beaucoup plus ouvert à faire entrer son matelas double dans sa Mazda. Voilà. Alors, pour ça, il faut savoir que chez les jeunes, et je vais m'arrêter là-dessus pour les questions après, mais il faut savoir que souvent, quand on fait de l'intervention un peu préventive, on va être dans les 3 premiers stades, c'est-à-dire soit la pré-contemplation ou la négation, c'est-à-dire des jeunes qui ne reconnaissent pas qu'ils ont de problème de consommation. C'est même des jeunes qui vont vous dire « Moi, j'en ai pas de problème. C'est les autres autour qui ont un problème et qui trouvent que moi, j'ai un problème. Mais moi, tout va bien dans ma vie. OK? » Puis même ces jeunes-là, quand ils remplissent la DEPADO, ça se peut qu'ils sous-estiment les effets. Et donc, peut-être qu'ils peuvent même biaiser le résultat que vous allez obtenir à la DEPADO. Il faut bien s'assurer, est-ce que c'est parce que mon jeune est en pré-contemplation ou c'est parce qu'il n'a pas de problème? Deuxième étape, c'est la contemplation où on va parler d'ambivalence. C'est donc un jeune qui va dire « Ouais, c'est vrai, des fois, je consomme trop, des fois, ça me crée des problèmes, mais j'ai encore beaucoup, beaucoup de plaisir à consommer, puis je ne suis pas sûre que je suis prête à changer les choses dans ma vie. » OK? Donc, je ne veux pas complètement cesser, je ne veux pas diminuer non plus, mais je suis là. Fait que vous, là, vous comprenez qu'avec la première en pré-contemplation, si vous vous forcez, si vous voulez entrer par effraction, là, bien, ça ne fonctionnera pas, puis le jeune va fermer sa porte, puis il va s'en aller. Il faut aller doucement, parler d'autres choses que la consommation, parler de d'autres difficultés peut-être qu'il a dans sa vie. Tranquillement, on va ouvrir la porte, puis on va être capable d'établir une relation avec. Contemplation, pré-contemplation ou ambivalence. Le jeune est prêt à entendre parler de la consommation un petit peu, mais à petite dose. Fait qu'on va parler de la consommation avec lui à petite dose. On va parler d'autres difficultés qu'il peut rencontrer. On va lui demander ce qu'il serait prêt à changer s'il n'est pas prêt à changer sa consommation et on va travailler avec sa motivation. Et vous pourrez rencontrer des jeunes qui vont dire ouais, vraiment, ma consommation, ça me crée vraiment de problèmes. Puis dans ma consommation, ce qui me crée des problèmes, c'est quand je consomme du cannabis. Fait que je ne voudrais pas nécessairement arrêter de boire de l'alcool, mais il ne faut plus que je consomme du cannabis. Ça ne marche pas quand je fais ça. Psychologiquement, ça me rend vraiment anxieux, ça me rend triste, etc. Bien, ces jeunes-là, vous comprenez que là, ils vous ouvrent la porte tout grande. C'est beaucoup plus facile de faire une intervention avec eux. Vous allez voir, le PowerPoint va être mis disponible. Là. Vous avez la définition. Vous avez la définition de la pré-contemplation et ce qu'on vous suggère de faire comme intervention. La même chose, donc, quels moyens vous pouvez prendre pour le faire.
La même chose pour la contemplation, l'intervention, les objectifs, les moyens que vous pouvez faire, la préparation, qu'est-ce qu'on vous dit de faire à la préparation, à l'action. Et vous avez le dernier qui est le maintien, c'est quand le jeune a apporté l'action, c'est d'arrêter ou de faire l'action, donc d'amener la consommation où le jeune veut l'emmener. Et le maintien, c'est de maintenir cet objectif-là que le jeune a atteint tout simplement. Et donc, retenez par contre que la motivation a changé. Hein. Si vous voyez, tantôt, c'était un rond, là, puis dedans, il y avait une petite, elle est petite, mais là, il y avait une petite flèche qui faisait l'aller-retour. Ce n'est pas un processus linéaire, le changement, c'est un processus itératif, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière, aller de l'avant. Puis vous pourriez l'appliquer. Cette connaissance-là, vous pourrez l'appliquer à toutes les fois que vous essayez de changer quelque chose dans votre propre vie, mieux manger, faire de l'exercice, etc., etc. Vous allez voir, des fois, on tourne à l'envers dans la roue. Et il faut savoir aussi que parfois, comme intervenant, on va se dire, ah, je pensais qu'il y avait une porte d'ouverte, mais non, il est retourné en pré-contemplation. Prenez pas ça pour un échec. C'est un chemin qui est tout à fait normal en consommation, surtout à l'adolescence. Puis dites-vous qu'enregistrer des choses, en prévention, l'important, c'est de semer des outils, hein, surtout chez nos adolescents. Donc, on va donner des outils pour essayer qu'ils soient capables de faire des choix éclairés. Voilà, alors ça fait le tour.